Bonsoir, bienvenue à ce 33e rendez-vous Avenue.ca. Ce soir, Marche et Passion avec Sophie Fauché. Je me présente, Françoise Genet, directrice et rédactrice en chef d'Avenue.ca. Nous sommes en direct, sans public, du très sympathique café chez Theta sur la rue Rachel à Montréal qui nous reçoit avec beaucoup de générosité. Alors, si vous ne connaissez pas Avenue.ca, je vous invite à le découvrir, aller sur notre site web, parcourir notre magazine qu'on veut un peu unique. Vous n'y trouverez pas de recettes, de pages beauté ou mode, mais vous y trouverez des centaines d'articles sur des sujets aussi variés que les faits de société, la culture, l'histoire, la photo, les saveurs, le vin, la techno, l'architecture, les livres, bref, tout ce qui fait la qualité de la vie. Avenue.ca, qui a 5 ans cette année, et j'en suis très fière, est une initiative du réseau FADOC, qui, lui, fête ses 50 ans avec ses 535 000 membres. Nous les saluons. C'est le plus grand regroupement d'aînés au Canada. Avenue.ca, c'est aussi les rendez-vous Avenue.ca, des soirées ludiques et informatives autour de la dégustation, de la culture ou des voyages, ou comme ce soir, de l'inspiration. Depuis notre lancement, nous avons tenu 32 de ces rendez-vous, 30 en présence à Montréal et un peu partout dans les régions du Québec. Ce soir, c'est le 3e rendez-vous virtuel. On s'y fait, c'est pas encore tout à fait ça pour nous. On aimerait mieux vous serrer la main, vous rencontrer, prendre un verre de vin, mais pandémie oblige et on se console en se disant qu'on rejoint de plus de gens dans plus de régions. Alors, bienvenue sur cette 33e édition de nos rendez-vous. Je vous parle un peu du programme, c'est assez simple. Nous allons faire une grande entrevue avec la comédienne Sophie Fauché qui va nous parler de son parcours, de ses passions, de son amour de la marche et des randonnées et qui va aussi nous lire des extraits de livres, notamment de ce très beau livre, La traversée des écrivains. Je ne sais pas si on le voit bien à l'écran. Alors, La traversée des écrivains qui est paru aux éditions La Presse, que je salue en passant pour leur collaboration à cette soirée. C'est un livre magnifique qui réunit des auteurs, 11 signatures sur autant de textes et qui ont été inspirés par la traversée de la Gaspésie. Et je profite de l'occasion pour faire un petit coup de chapeau à Claudine Roy, qui a été l'instigatrice et qui continue de diriger cette très belle initiative gaspésienne de la traversée de la Gaspésie qui a lieu 2 fois par année, à l'automne en marche, je pense qu'on l'appelle la randonnée bottine, et à l'hiver en ski de fond et raquettes. Donc, voilà. Sophie va donc répondre à nos questions, nous lire quelques extraits de texte. On aura une petite pause, une mini-pause au milieu de tout ça. Le temps de faire 2 tirages. Et ce sont 2 exemplaires du livre La traversée de la Gaspésie qui seront, excusez-moi, La traversée des écrivains. Je m'enfarge dans mes mots, les joies du direct. Alors, donc, ils seront tirés au moment de la pause et nous en ferons tirer 2 autres exemplaires à la fin de l'entrevue, ainsi que 2 fois les 2 derniers livres de Sophie Fauché, dont ce magnifique album qui vient de tout juste de paraître et qui porte sur Frida Kahlo. Oui, c'est ça, on le voit très bien à l'écran présentement. Alors, c'est magnifique. Frida, la reine des couleurs, un album jeunesse qui parle de cette peintre exceptionnelle dont on va aussi parler avec Sophie un peu plus tard en entrevue. Donc, si vous voulez participer, si vous voulez être admissible à notre tirage, vous devez absolument aller poster un petit commentaire dans la section des commentaires pour que le système automatisé vous repère et vous rendre admissible au tirage. Parce que si vous ne faites pas de commentaires, on ne verra pas votre nom dans ce système. Donc voilà, ceux qui auront gagné, bien sûr, vous nous envoyez un message privé sur la page Facebook d'Avenue.ca pour nous donner vos coordonnées afin qu'on vous envoie vos exemplaires. Voilà pour le déroulement de la soirée. Puis, bien entendu, nous avons notre chef de pupitre sur Avenue.ca, Julie Chaumont, que je remercie parce qu'elle est toujours là, fidèle et tellement importante et qui va prendre aussi vos questions. Et à la fin de l'entrevue, les plus pertinentes, celles qui seront revenues le plus souvent, on les posera à notre invité. Donc, voilà pour le programme de la soirée. C'est le temps maintenant de s'en aller vers notre entrevue. Mais tout d'abord, je vais vous présenter cette grande dame, disons-le, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Enfant, Sophie Fauché était, paraît-il, très timide.
Fille de 2 géants du milieu culturel, Françoise Fauché, comédienne et animatrice adulée du public, et de Jean Fauché, réalisateur et metteur en scène réputé, Sophie a fait ses premières armes sur les planches de la Place des Arts à 8 ans dans l'Oiseau bleu. Pour notre plus grand bonheur, elle a vaincu sa timidité, graduée du Conservatoire de théâtre en 78 et est devenue la comédienne et la touche-à-tout que nous connaissons et dont l'esprit et l'humour nous séduisent. En carrière, Sophie Fauché a tenu des rôles dans près d'une trentaine de pièces et tout autant à la télévision et au cinéma. Si la comédienne sait soutenir le drame et les personnages plus grands que nature, elle sait aussi nous faire rire. Comment oublier l'ineffable Cristal dans Le cœur à ses raisons, Renata dans Penthouse ou l'attachante copine de Guylaine Tremblay dans la série En tout cas. On la connaît aussi comme chroniqueuse à la radio, animatrice à la télé. On se souviendra de ces années dans l'équipe de l'émission Les Lyonnes sur les ondes de Radio-Canada. Inspirée par le destin hors du commun de la peintre mexicaine Frida Kahlo, qu'elle découvre à la lecture de son journal intime, elle lui dédie d'abord une première pièce, Apasionada ou la Casa Azul, que son ami Robert Lepage mettra en scène. Puis, à la publication des lettres personnelles de la peintre, Sophie reprend la plume et imagine une pièce entièrement constituée de ses lettres. Frida Kahlo, correspondance, qu'elle a jouée partout au Québec, même au Mexique et à Londres, connaît un franc succès. Parallèlement, elle a publié plusieurs livres sur Frida Kahlo, dont ce tout récent album dont nous parlions en début d'émission. Depuis plus de 6 ans, Sophie, grande amoureuse de la marche, est aussi la porte-parole de la traversée de la Gaspésie, une mission qui lui tient à cœur et qu'elle a même portée au-delà de nos frontières. Sophie Fauché, bonsoir. Françoise, merci de la présentation. Porte-parole de la Gaspésie, c'est depuis 2009. Donc, ah oui, donc 11 ans. Oui. Mais bon, sinon, c'était très élogieux et assez près de ma réalité. C'est ce que vous avez dit. Merci, je suis contente d'être là. Imaginez ce café qui est très, très sympathique avec personne. Alors, quand il y a du monde, ça va être extraordinaire. Oui, c'est un très joli café et tout le mobilier ici a été fait par des artisans québécois. Je salue les propriétaires, j'ai trouvé l'initiative. Sophie, quand j'ai fait mes recherches pour faire cette entrevue. Alors, j'ai écouté des entrevues, j'ai lu des trucs. Vous êtes plus capable. Non, j'ai passé de très agréables moments en compagnie de Sophie Fauché. Et puis, à la fin, il m'est venu un mot ou plutôt deux mots drôlement agencés, intensément passionné ou passionnément intense. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, c'est vous? Je dis parfois que très, très longtemps, je me suis auto-épuisée. Donc, j'ai de l'énergie. Le matin, je me réveille, je suis contente de me lever. C'est comme une aventure, tous les jours qui commencent. Bon, donc, je suis assez enthousiaste face à la vie. Intense, oui. Quand je me plonge dans quelque chose, je le fais à fond. Puis, on peut compter sur moi. Je vais aller à fond. Je vais donner tout ce que je peux. La passion, ça fatigue. Même Apasionada, vous parliez de ma pièce de théâtre, pourquoi on a changé le titre? Parce que c'était le gag avec Robert Lepage. Apasionada, lui, ça lui tapait sur les nerfs la passion, puis il disait « à passe à Radio-Canada ». Alors on a arrêté ça, après ça s'est appelé « Que viva Frida » et au cours du travail, on voyait de quoi aurait l'air le spectacle, c'est devenu La Maison Bleue, donc la Casa Azul, parce que c'était une vision de Frida vue de l'intérieur. Bon, mais donc passionnément intense, ce sont des superlatifs. Je crois que je me suis assagie. Sophie veut dire sagesse aussi. Je crois que je me suis calmé le pompon, pour tout vous dire. Pas dans l'intensité, parce que je pense que je savoure encore plus tout, mais dans la réactivité, peut-être? Peut-être, quoique j'ai pas mal la mèche courte. Encore. Non, mais c'est ça. Je crois que je suis intensément amoureuse de la vie. Voilà. Ah oui, c'est bien ça quand même. Ouais. C'est bien. Plus que la passion. Moins épuisant. Ouais, la passion. Oui. Ouais. Vous avez grandi dans un milieu quand même, papa et maman, donc au théâtre. C'était comment la vie de famille chez les Fauché? On est quatre. J'ai 2 frères, une sœur. Mon papa était enfant unique, maman est enfant unique, donc les tantes, les mononcles, je connais pas. C'était une famille, comme on dit, tricotée serrée. Mes parents sont arrivés en 51 au Québec, donc jeune mariée, maman enceinte à 21 ans, qui a mis un bébé au monde loin des siens quand même. Bon, mes parents s'étaient rencontrés au cours de théâtre chez Simon. Ils avaient rencontré là les Georges Groux, Guy Provost, tous des Jean-Louis Roux, tous des gens qui nous ont quittés
malheureusement, bon, c'est la vie, et il y en a beaucoup cette année aussi qui nous quittent. Mais bon, et donc et très vite, maman et papa étaient comédiens, mais mon père disait toujours qu'il s'était sacrifié pour Françoise. Dès qu'il y a eu un poste à Radio-Canada, d'abord comme régisseur et puis comme réalisateur, il a sacrifié son métier de comédien pour devenir réalisateur, mais domaine dans lequel il s'est tout à fait épanoui, a signé de très beaux téléthéâtres et des tas de mises en scène. Puis maman, elle était, d'abord comédienne, et c'est assez bizarre parce que je n'ai rien fait pour faire la même chose, vraiment pas. C'est tout des hasards de vie, mais Yvette Parr lui a demandé très vite aussi si elle voulait pas être animatrice à Femme d'aujourd'hui. Donc maman s'est retrouvée et animatrice à la télévision et animatrice à la radio, à CKAC. Donc c'était aussi, sans être une touche à tout, mais maman était une première de classe et faisait bien les choses et elle a élevé 4 enfants. Alors chapeau. Moi, je n'ai qu'une fille et si j'ai été touche à tout, c'est arrivé autrement, quoi. Par le hasard. Par là, un peu plus. Mais ce qui est sûr, c'est que toute petite déjà, j'étais fascinée par ce métier. Et j'allais en coulisses, au rideau vert beaucoup, et j'aimais la fraternité, l'enthousiasme des acteurs entre eux. C'est une espèce de sentiment. Allez, on va faire le coup de feu ensemble. On va faire quelque chose sur scène. Et moi, c'est pas une légende. J'étais vraiment timide, mais fascinée par ce métier. Et avec un costume, très vite à l'école, là, j'avais de l'audace. Parce que j'étais cachée, c'était pas Sophie. Alors, c'est ça. Donc, c'était une famille je reviens à la question. C'était une famille très vivante, très animée, mais c'est pas tous les frères et sœurs ont tous pris des métiers en communication. Ma sœur Catherine est productrice aux productions Casablanca, donc elle fait des très belles séries télévisées et tout ça. Mon frère François est à Radio-Canada commentateur sportif. Mon frère Philippe est à la retraite, mais a été professeur aussi. Donc, on a tous opté pour des métiers de communication. Des gens de parole. Pas mal. Et maman nous disait toujours, enfant, écoutez, faites ce que vous voulez, mais aimez ce que vous faites. Et je crois que c'est un sage conseil. Une incursion à l'opéra, vraiment? Oui. J'ai bien aimé, moi, ce passage. J'ai lu ça. En fait, je pense que j'ai entendu ça chez Stéphane Bureau. Je pense que c'est là que j'ai entendu ça. Ça, c'est une expérience vraiment importante pour moi. Je n'allais pas bien. J'avais eu beaucoup de rôles d'amoureuse au théâtre. J'avais enchaîné des très beaux projets et tout. Mais dans ma vie privée de jeune femme, ça n'allait pas fort. Je terrorisais, je faisais peur, je sais pas. Enfin bon. Et j'avais plus trop envie, j'étais plus capable, j'avais plus envie de monter sur scène pour jouer des amoureuses. Et pendant l'été, la maman de ma grande amie Anne, Madame Lucille Dansereau, me dit, Sophie, c'est dommage que tu ne veux plus jouer la comédie. Tu as une très belle voix, tu devrais travailler ta voix. Et donc, je me suis retrouvée à la campagne à travailler Manon de Massenet. Elle avait son idée, elle savait qu'en septembre, il y avait des auditions. Mais moi, je ne sais pas ça. Et on apprend tout à mon rythme. Et ça me plaît. Et le chant n'était pas dans votre vie? Vous ne chantiez pas de façon régulière? J'ai toujours adoré chanter. Ah, d'accord. J'ai toujours adoré chanter, mais chanter, pour moi, sous la douche, enfin, etc. J'ai jamais pensé. Ou alors, et petite fille, je faisais des spectacles pour mes parents. Puis là, je chantais, je leur imposais beaucoup de chants. Mais j'ai toujours adoré ça. Mais bon. Et là, on apprend Manon de Massenet par cœur. J'avais fait du piano, je sais quand même lire, je sais où sont les notes, mais je ne lis pas la musique, mais j'ai de l'oreille. Alors, j'avais tout appris par cœur. Et puis, je m'amusais à la Bianca Castafiore en faisant « Entendez-vous la cloche, voici l'heure du coche. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Il faut tout voir et tout. » Puis j'y allais. Et elle m'annonce qu'il y a des auditions. Bon. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Rien, vraiment, je m'en fichais. J'ai pas pris ça aussi. Mais j'ai pris ça sérieusement. J'étais prête. Mais bon, ce qui a joué, c'est que je suis mezzo contralto. J'ai une voix, c'est ça. Et donc, ça, il y en avait moins. Mais je me rappelle les jeunes femmes du conservatoire de musique qui m'ont vue et quand j'ai été acceptée, qui voulaient un peu me tuer parce que qu'est-ce qu'elle fait là, elle, l'actrice. Elle avait eu le rôle. Elle avait eu la chance de faire partie des chœurs de l'Opéra de Montréal dans Manon de Massenet. Mais je vous dis pas la tête de mes parents quand le 4 octobre, je sais plus quelle année, bon, ça, je les invite à la première à la salle Louis-Philippe Pelletier. Et puis, entre-temps, le rôle était devenu de plus en plus considérable parce que le metteur en scène s'était rendu compte que je savais me déplacer. Bon, bref, ça a été une grande expérience dans le monde de la musique, des musiciens. Et si on pense que les comédiens ont des gros égos, allez fréquenter à l'époque les gens d'opéra. Ah oui. On est des toutous, voilà. Alors voilà. Quoi, des égos surdimensionnés. Mais ouais, non, mais c'est comme ça. les costumes, comme les voix. Un petit peu, c'était un peu ça, mais moi j'adore. Mais moi ça m'amuse. Je suis quelqu'un qui aime les excès.
et le côté, tu sais, flamboyant. non, mais là, c'est ça, la vie, la vie. Vous avez fait beaucoup de théâtre. Excusez-moi, je finis juste avec l'opéra, mais Oui. de chanter dans l'opéra m'a redonné le goût de tout. M'a redonné le goût de jouer au théâtre, de jouer à la comédie. Dans cette période qui était difficile. C'est ça, oui, ce passage pays plate, là. Alors, c'est ça. Et puis après, la vie a été bonne. Vous avez fait beaucoup de théâtre. Où est-ce que vous êtes plus à l'aise, sur scène ou devant la caméra? Oh, c'est sûr que c'est sur scène. Ah oui? Absolument, ça. Pour la rétroaction avec le public, pour l'interaction? Pour le contact avec le public, la communion avec les gens qui sont là, je me prépare. Il y a quelque chose de sacré. Récemment, en fait, il y a 2 semaines, je jouais dans la zone orange qui était Rimouski et Amqui, mon spectacle Frida Kahlo Correspondance. Et évidemment, c'est une grande salle, Rimouski. Alors, j'ai dit à mon producteur, j'ai dit, Martin, je veux bien y aller, mais on va faire une chose. Parce que c'est trop vaste. Mon spectacle, normalement, c'est pour 600 personnes. Là, on était à Sherbrooke, c'était à Sherbrooke, cette fois-là, 1600 personnes. Alors, j'ai dit, on va gonfler des ballons à l'hélium sur chaque siège vide au parterre. Qui c'est qui les a soufflé, les ballons? C'est moi et Bobby Jasmin, absolument, pendant 3 heures. Pendant 3 heures. C'était magnifique parce que mon ami Robert Jasmin a pris le temps à 8h moins 10 de demander aux gens, vous n'êtes pas dérangés, ça va. On a fait du ballon sur mesure, mais ça donnait l'impression d'être dans une fiesta mexicaine. Les gens repartaient. D'abord, ils s'offraient une sortie en temps de Covid. Ça fait du bien. Je crois qu'on est partis ensemble en voyage au Mexique et après on repartait avec les ballons. Et pour moi, c'était donc pas déprimant. C'était tellement fou et tellement beau la vision que j'avais de la scène que j'avais envie d'être généreuse. Mais c'est quelque chose de passer d'une salle de 600 à 1600 et rejoindre des gens qui sont au balcon, à gauche. Donc, faut, comme on dit, ratisser large. Mais les ballons, ça a été magnifique. Et j'ai fait 3 spectacles comme ça en temps de Covid. Et cette idée m'a permis de le faire. Ça se passe comment, la Covid, pour vous? La Covid, ça me permet d'écrire, ça me permet de faire beaucoup de marches, ça me permet d'avoir des projets et des idées. Mais je trouve ça impossible, Françoise, de ne pas penser, tu vois, moi, si j'étais clown, là, je vous sauterais dessus puis je viendrais vous donner des becs parce que ça n'a pas de bon sens, là, le 2 mètres, puis on est dans un restaurant désert, puis non. À l'écran, en ce moment, on voit, je pense, une très belle robe, de Véronique magnifique, qu'elle porte de tête royale. C'était quoi le rôle? C'était dans Un mari idéal chez Duceppe, Oscar Wilde, mise en scène Françoise Fauché, et les costumes, qui étaient une splendeur, sont de Véronique Borbouenne, qui serait quelqu'un à interviewer à avenue.ca parce qu'elle est extraordinaire. On en reparlera plus tard. Le rôle qui vous a le plus marqué? J'ai l'impression que c'est Frida. Ça fait 30 ans que je radote avec elle. Je la connais comme une amie. Alors, pour peut-être expliquer aux gens que c'est son Kahlo. porte-bonheur. Oui, c'est récent. C'est un tâteux. OK. Elle prend les énergies. Stress, c'est ça. Les stress. Voilà. Ah, c'est drôle. Mais non, Frida, sûrement, c'est un rôle extraordinaire, très, très, très beau, très complexe, très complet. Il y en a eu d'autres. Le mari idéal a joué une photo de Cristal. Cristal, oui, ça, c'était du bonheur à l'état. Parce que je pense que peut-être d'autres, les gens le savaient quand même déjà, vous aimiez rire, faire des blagues, mais votre personnage de Cristal a sûrement dû étonner un peu pour ceux qui connaissaient pas ce côté-là de votre personnalité. Mais d'abord, c'est agréable parce que dans la communauté gay, on est convaincu que je suis un trans. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Cristal, j'étais si métamorphosée, on me plaçait là des pommettes incroyables. Des babines. Enfin bon, Oui, elle est assez babineuse. Je pouvais pas manger avec mes camarades, donc j'étais au Ansur à longueur de journée pendant qu'ils faisaient des clowns devant moi. Et quand je riais, je décollais. Bon, mais les textes de Marc Brunet, moi je me rappelle recevoir les textes à la maison. Là, c'était mon moment je savourais. Là, je découvrais ce que j'aurais à jouer. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce genre de comédie un peu déjantée? Le côté déjanté. Le côté qui ressemble à rien, ces dialogues parfois c'était comme du Beckett, c'était absurde, mais c'était un vrai travail d'apprentissage parce que tout était écrit, les gens s'imaginent qu'on improvisait mais pas du tout. Et puis j'étais avec des camarades d'exception, il y a des amitiés là, Marc Labrèche est un ami d'enfance, mais Anne Dorval, je la connais depuis le conservatoire, Élise Guilbeault, on se connaissait aussi, mais Pierre Brassard est devenu un grand ami grâce au cœur à ses raisons. Il y a eu un beau trip avec Élise Guilbeault dans cette série que j'ai nommée en début. Oui, c'est ça. Je faisais sa sœur, justement. Oui. C'était transgenre, là, justement. Vous avez dû rire. Mais pas trop. Ah, d'accord. Parce que, enfin, pas trop.
j'ai eu du plaisir à jouer. C'était Renato qui s'était fait transformer en femme, donc il devenait Renata. Mais j'ai fait des vraies recherches et d'ailleurs, c'est assez fou, mais le grand chirurgien esthétique qui s'occupe beaucoup des gens qui veulent changer de sexe s'appelle Pierre Brassard. Et dans son bureau, il y avait une photo de Cristal qui est aussi des fois un idéal à atteindre pour se métamorphoser. J'aurais envie de dire, faites-en un peu moins. Parce que moi, je peux vous dire que quand mon chum est venu une fois, mon mari est venu une fois me chercher à Télé-Québec, j'étais en Cristal, il a eu peur. C'était trop, c'était épouvantable, c'est bien. Ça m'évite de me faire tirer la figure de partout. Un jour, vous tombez sur le journal intime de Frida Kahlo et là, il y a une révélation. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a fasciné dans cette femme? Je l'ai dit souvent, mais c'est le journal. J'avais lu c'est un ami qui m'avait fait lire sa biographie de Eden Herrera. Alors oui, c'est un destin de femme extraordinaire, mais j'avais adoré Camille Claudel. Il y a des tas de destins de femmes formidables. Ici avec en Frida, oui. Oui, ça c'était pour la Casa Azul, ma tournée. La première pièce, donc, la pièce de théâtre, oui. Montée. Oui. Mais la deuxième, Françoise, ce ne sont que les mots. Frida Kahlo correspondance. Je raconte Frida à travers ses mots à elle. C'est moi qui fais l'ordre des lettres, mais c'est pas. Alors que le texte de la Casa Azul de la première pièce, c'est totalement écrit. Oui, tout à fait. Et c'est avec la pièce de Robert Lepage que j'ai été à Londres à Mexico, pas avec mes mariachis. Bon, oui, d'accord. Toujours est-il que je tombe sur le journal intime, et là, le journal intime, évidemment, c'est un journal intime, donc elle se confie sans filtre, Frida Kahlo. Elle écrit merveilleusement bien, c'est une auteure, je dirais, de la sensibilité, de la profondeur, des vraies opinions politiques, d'amoureuses, de tout. Et puis, il y a plein de dessins qui n'étaient pas destinés non plus à être vus. Je l'ai souvent raconté, mais elle fait une tache d'encre, on ferme le livre, la tache devient un oiseau, la tache devient une coulée de lave de volcan. Bon, elle rajoute un volcan. C'est d'une intensité et d'une beauté, et c'est une femme là qui se présente sans filtre, puisque ça n'était pas destiné au public. Alors, c'est d'ailleurs ce qui a séduit Robert Lepage, parce que des projets, il n'en monte pas beaucoup en dehors de sa compagnie. C'est que si on aime, moi, la parole, c'était merveilleusement bien écrit, et les images, etc., c'était très, très inspirant pour Robert. Il connaissait très bien Robert, Diego Rivera, mais pas Frida. Et ça a commencé par un voyage au Mexique, d'ailleurs, avec Véronique Borbouin, c'est pour ça qui a fait les costumes de Frida Kahlo lors de la pièce. Et Robert et son assistante, Madame Linda Beaulieu, qui est en l'occurrence sa sœur et qui est devenue une grande amie. Et donc, on est allé voir et la Maison Bleue, et on a été sur les traces de Frida à Coyoacán, dans le centre de Mexico. J'ai vraiment fouillé tout ça à fond. Et là, ça a été un long processus, mais il m'a dit oui, et ça aura pris 7 ans, mais ça c'est fait. J'ai été têtue aussi là. Mais c'est un destin marqué, cette femme. Oui, un destin absolument. Et ce qui me plaît chez cette femme, c'est que malgré la polio qui l'attaque à 6 ans, qui fait qu'elle reste avec une patte plus courte que l'autre, elle veut devenir médecin. Un accident la condamne à rester au lit pendant 1 an. Elle découvre une vocation de peintre. C'est fini pour elle la médecine, mais comme elle est jeune, ça tourne pas trop au tragique. Et toute sa vie, Frida, c'est ça, c'est que, OK, il y a ça qui m'arrive, je vais me réinventer de cette façon. OK, 35 opérations dans des temps au siècle dernier, la colonne brisée de part en part, étirée comme tout. Mais ces corsets, elle les décore. Je veux dire, cette femme a donné une force de vivre incroyable. C'est une inspiration, et ce n'est pas... Moi, j'ai eu la chance d'en avoir parlé la première au Québec, avant que ça devienne cette espèce de folie de Frida Mania, et même le film avec Salma Hayek n'était pas sorti. On travaillait en même temps que Juliette Taylor qui faisait le film, et mais elle est devenue une inspiration pour toutes les femmes à travers la planète. J'ai plus de 60 livres qui parlent d'elle à la maison, et c'est pas pour rien, c'est que ses propos, sa façon de vivre en 2020, elle serait totalement ajustée. Il y a juste la pandémie qu'elle serait pas capable, que je suis sûre qu'elle porterait pas de masque, ou alors elle s'en ferait des masques incroyables. Et puis, ça l'empêcherait pas aussi coloré que ses robes. Ouais, c'est ça. Oh, ce serait quelque chose à voir, oui. Et puis, il y a eu les correspondances, mais ça, vous les avez trouvées. Et j'ai bien aimé l'histoire que je vous ai entendu raconter à 2 ou 3 reprises. Je radote déjà? Non, pas du tout. C'est parce que tout le monde veut que vous nous racontiez cette histoire fascinante. Moi, j'ai toujours aimé les cachettes, les trésors cachés. Et donc, il y avait des scellés sur la chambre. Quand elle est morte, oui, il y avait deux pièces de scellés, et on autorisait l'ouverture de ces pièces que 50 ans après sa mort. Donc, en 2004, on a ouvert les fameuses pièces. Il y a eu toutes les robes qui ont suscité une très belle exposition d'ailleurs au Albert and Victoria Hall à Londres.
où là, mais on a tout mis sur la place publique, même limite trop, jusqu'au rouge à lèvres, le vernis à ongles qu'elle mettait, son parfum, c'est tout, ses corsets orthopédiques, ses bottillons, ses somptueuses robes, ses huipiles, et toute sa correspondance. Et c'était pas l'époque d'Internet, et comme Frida, jeune femme, a quitté le Mexique très jeune pour suivre son Diego Rivera de Marie, alors elle écrivait à sa mère, il y a toute une correspondance avec sa maman. On parle toujours de Guillermo, son papa qui est photographe, qui l'a initié, et c'est vrai, il a coloré les photos, le sens de l'encadrement et tout ça. Mais la maman, elle était importante aussi, et elle lui a écrit, puis elle voulait ses recettes de crêpes, elle voulait savoir, elle lui racontait New York, elle lui racontait Détroit, donc c'est très... Et puis elle a eu, avec Diego qui la trompait avec toutes les femmes qui y passaient, elle avait des amis à qui elle se racontait, donc ce sont des lettres qui sont elles, et qui sont précieuses pour la connaissance de Frida. Donc, vous avez publié des livres. Ah, ça, c'est plus tard. Ça, c'est plus tard. Sur Frida, je pense qu'on voit l'album. J'aimerais ça. Non, mais ça, c'est autre chose parce que, regardez, en deux albums, les deux premiers. Oui. Ça, ces deux petits livres racontent la vie de Frida Kahlo. Ça, pour les petits, ils veulent connaître l'histoire de Frida. Ça, c'est le premier. Alors, elle dit Frida, c'est moi, ce n'est qu'un prénom. Et puis, le plus tard, elle devient peintre, affirmée, et c'est moi, c'est Frida Kahlo. Donc ça, l'histoire, elle était racontée. Je n'allais pas raconter la fin de sa vie qui est vraiment pénible, où elle s'est fait amputer, etc. Bon, ça s'adresse aux enfants. C'est toutes des vignettes. Ça, c'est ouais. Alors voilà, c'est magnifiquement illustré. Par Cara Carmina, il faut pas oublier, elle est mexicaine, elle vient à Montréal, c'est la complice de toujours, et on s'entend si bien que là, après, donc, on a dit, c'est pas vrai, bon, Frida a plu aux petits, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, j'ai dit, OK, alors là, on a changé de format, parce que c'est une fantaisie complète, et ce livre, oui, il y a Frida qui est en scène, mais c'est l'histoire de son ami Tonito, la véritable chose. Ça, c'est un petit garçon qui ne voit pas les couleurs. Ah, quelle tristesse pour Frida. Et c'est impensable. Ben oui, c'est ça. Alors, elle dit à Tonito, écoute, si tu vas me suivre. C'est magnifique. Je suis partie d'une phrase qui était écrite dans son journal intime où Frida dit « Je t'écrirai toujours avec mes yeux ». Alors, pour Frida, elle a dit « D'accord, OK, on va faire le tour de Coyoacán. Je vais te montrer. Tu vas finir par les voir. » Elle est têtue, Frida. Tu vas finir par les voir, les couleurs. Mais Tonito, on va aller chez... Il y a beau essayer de lui montrer ça. Je vais vous montrer quelque chose. Tonito, il a une vie... Elle a beau lui montrer les maisons coloniales de Coyoacán, elle lui dit, écoute, je veux bien, mais regarde, pour moi, tout est beige. Tout est beige. Et puis, on peut imaginer que pour la peintre, c'est quelque chose de... Mais et c'est une chose qui... Alors, est-ce qu'il est daltonien? Est-ce qu'il prend pas le temps de regarder les choses? Est-ce qu'il est trop triste pour les voir? C'est ce que vous saurez en vous procurant ce merveilleux livre qui... Alors, je vous rappelle pour ceux qui nous écoutent. Qui est un festival de couleurs. Puis regardez, parce que je vais parler de Cara, juste l'endos, là, ce travail de fleurs, c'est extraordinaire. Elle a été minutieuse, elle a été plus que dévouée. On a eu du bonheur à faire ce livre ensemble. On voulait faire une grande ode à la vie. Et en temps de pandémie, avoir des couleurs dans nos vies, c'est pas plus mal. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui nous écoutaient, qu'il fait partie du bouquet des 2 derniers livres de Sophie Fauché sur Frida, qui seront dans les tirages de la fin de ce rendez-vous. C'est une amoureuse, Frida, c'est une femme amoureuse qui a mis l'amour au centre de sa vie. Moi, j'ai cru comprendre que votre père et votre mère aussi, vous avez parlé tout à l'heure du sacrifice de votre père. C'était des gens amoureux, vos parents? Oui, le sacrifice de mon père était aussi un pince sans rire. Je ne pense pas qu'il s'est sacrifié beaucoup. Non, il était conscient qu'il avait un talent... j'allais dire peut-être limité par rapport aux camarades qu'il avait connus justement, mais il était très heureux comme metteur en scène et comme réalisateur. Ouais. Alors oui, donc j'ai été dans une famille aimante, j'ai été aimée, et puis voilà. Et dans votre vie à l'amour, il s'appelle Michel depuis 25 ans, je pense. Oui, il va y avoir un divorce ce soir avant. Non. C'est une blague. C'est ma faute, mesdames et messieurs. Non. Michel, adorable Michel, absolument excessivement drôle, talentueux, qui fait un métier passionnant. C'est un beau botaniste. Et qui s'occupe de notre beau jardin. Qui s'occupe du jardin botanique que vous connaissiez. D'ailleurs, j'ai appris ça récemment. C'est ma 2e maison. Oui, vous connaissiez le mari aussi. Oui, c'est ça. Dans une autre vie. Ben oui, bien sûr.
Et une petite fille. Et une grande fille maintenant, Oui. Clémentine. Oui, absolument. Alors, récemment, sur avenue.ca, on a publié un texte de vous, Oui. le syndrome du nid vide, parce que justement, Elle nous a quittés. Elle vous a quittés. Ouais. Mais c'est normal. J'aurais à la maison une Tanguy qui colle, je serais catastrophée. C'est juste que on est tissé serré et Clémentine, d'abord, j'ai rencontré Michel moins jeune, j'avais eu le temps de faire pas mal toutes mes folies, donc quand j'ai eu ma fille, c'était tellement désiré cet enfant-là, là, bon, donc moi j'aurais pu avoir plus d'enfants si j'avais connu peut-être Michel plus tôt. Mais alors, c'est ma plus grande création quand je dis ça, c'est que c'est une enfant qui a été adorée, mais adorée du jour 1 et tout le temps. Et j'ai eu la chance d'avoir une enfant facile on l'appelait le bébé H. Pourquoi bébé H? Parce qu'elle était bien de bonne humeur. Bébé H. Elle se réveillait le matin, on entendait juste oh oh. Ça, c'était Clémentine qui émergeait de son lit à barreaux, là, puis qui attendait. Et elle a aimé l'école, on a aimé ses amis, on a aimé voyager ensemble. Michel est comique, il est drôle. Elle est le meilleur public pour son papa. Donc, on décidait beaucoup de choses à trois. On va parler plus tard de la Gaspésie. Je l'ai amenée en Gaspésie. Je voulais qu'elle aime ce coin de pays. Elle est tombée amoureuse d'un Gaspésien. Bon, voyez-vous, donc, avec Clémentine, on rit beaucoup. On rit toujours beaucoup, mais c'est plus pareil. Et ce qui tue mon mari, surtout, avec ce syndrome du nid vide, elle est partie, bien, ma foi, c'est que c'est autre chose. C'est une autre étape de la vie. Faut croire qu'on est vieux, Tabourette. Non, mais je veux dire, moi, j'adopterais parce que j'aime la vie. Alors, j'aimais quand les amis débarquaient que, oh ben tiens, s'il y en a pour 3, il y en a pour 4, il y en a pour 5. J'aime ça. Alors, il y aura peut-être les petits-enfants, éventuellement. Ouais, mais si elle fait comme sa maman, c'est pas pour tout de suite, puis elle a raison, on profite de la vie avant, puis entre vous et moi, mettre un bébé au monde en ce moment, non. Non, on attend un peu. On va attendre que les masques tombent, diront-nous. Ben oui, non, mais donc, c'est pas ça, mais en fait, c'est ça. Donc, pour nous, c'est ça, la difficulté de... Sur avenue.ca, on a aussi eu l'occasion de faire une entrevue avec, je pense qu'on va voir à l'écran quelques images de cette entrevue que vous aviez accordée menée par Claudia La Rochelle avec votre mère, Françoise Fauché. C'est un beau moment. Et on parlait à ce moment-là de la quincaillerie... Le livre d'Alain Labonté. Oui. Pas mon âme est une... Voyons, Sophie. Je l'ai lu. L'âme et sa quincaillerie? Je sais plus. C'est pas ça? Ça va bien. J'ai un blanc. Oui, je crois que c'est l'âme et sa quincaillerie. Une âme et sa quincaillerie. C'est ça. Une âme. Heureusement, c'est ça. C'était un livre d'Alain Labonté, dont vous avez fait une lecture. Oui, mais je connais que ce livre-là par cœur. Une âme et sa... Oui. Avec votre mère. On l'a fait, mais on l'a fait plusieurs fois. Et, on a fait un spectacle au Lion d'Or. Et puis, très souvent, avec Alain, on a d'autres beaux projets. Magnifique, Une âme et sa quincaillerie. Oui. Qu'est-ce que c'était de jouer avec sa mère? C'est quand même quelque chose. Peu de gens, peu d'acteurs ont ce privilège ou cette chance, ou c'est peut-être pas. Je ne sais pas comment c'était. Mais non, peut-être pas. Oui, absolument. Absolument. Mais j'ai joué... En fait, Une âme et sa quincaillerie, c'était pas véritablement jouer ensemble, dans le sens que nous faisions des lectures et donc c'était chacun son tour sur la même scène, oui. Mais bon, moi j'ai joué Marie Stuart, montée par Alice Ronfort au début de ma carrière. Ça, c'était assez étonnant parce qu'elle faisait madame de compagnie qui m'envoyait sur l'échafaud me faire décapiter. Fait que par rapport à n'importe qui fait une thérapie sur sa mère, c'est quand même quelque chose. C'était assez freudien. C'était assez bizarre. Et j'étais enceinte de ma fille, Clémentine. Alors bon, mais ce qui a été la grande aventure, pour moi, le grand moment, c'était l'annonce faite à Marie. De Claudel, encore une fois montée par Alice. On a eu la chance de jouer au Grand Séminaire de Montréal. Ça, ce rôle de Mara, on parlait de beau rôle, c'est un rôle qui m'a marqué, que j'ai adoré, même si on parle de Mara la Noire, Mara. Et maman faisait ma mère. Et on a vécu là des moments inouïs de partage, de folie, de peur, parce que c'était compliqué, cette scène de 1 mille de long. Et puis, il y avait des caméras partout. Bon, moi, je devais, pour une entrée en scène, traverser en sous-sol le cimetière. Les prêtres. Ah oui, quand même. Alors, il y avait une atmosphère là qui était très propice au recueillement, puis je marchais un peu vite. Mais donc, ça, c'est des moments... partager des moments comme ça où on a peur, est-ce que ça va marcher? On a joué aussi dans Les Paravents, monté par André Brassard, spectacle qui, à Ottawa,
les portes s'ouvraient et les gens partaient. On appelait ça pourquoi les paravents? Parce que le monde part avant la fin. Alors que quand on a joué ça à Montréal, au TNM, la même pièce, la même production, un triomphe. Alors, c'est à n'y rien comprendre, mais on a tout vécu ça ensemble. Donc, c'est sûr que ça crée une complicité, des moments merveilleux. On a joué aussi dans Phèdre, monté par Olivier Reichenbach au TNM. Moi, j'avais des grands rôles quand même, des grandes pièces. Pas moi, mais oui, des grandes pièces. Mais ma maman, moi, j'avais un rôle secondaire, mais maman avait un rôle important. Et bref, tout ça, oui, c'est unique, c'est merveilleux. Elle va bien, notre belle Françoise? Vous êtes gentille, elle va bien, elle va bien. Elle a eu un été difficile. Elle a quel âge maintenant, 91 ans. Ah oui, quand même. Puis là, voyez-vous, elle sait que je vous parle ce soir, puis elle m'a dit, tu m'appelleras après, savoir comment bonsoir, ça a été. Bonsoir, Françoise. Mais non, elle est vraiment pas sur Internet. Elle n'est pas sur Internet. Mais c'est pas grave, on lui dit bonsoir. Vous lui montrez. Oui, on pourra le revoir après sur la page Alors, Facebook. c'est un moment où on la salue. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'elle marche encore avec ses bâtons? Je me souviens que vous aviez raconté vous lui aviez acheté des bâtons de marche oui, parce qu'elle ne voulait pas prendre de canne. Elle est aussi entêtée, c'est pareil. Mais moi, je comprends ça. La coquetterie, on y a droit quand même. On y a droit. Ça m'a fait rire. Je vais vous raconter quelque chose, puis je l'assume. Elle a perdu un peu d'audition. Alors, j'ai fait venir quelqu'un pour qu'on fasse l'examen, etc. Puis elle était je dis, maman, t'étais insupportable, t'étais désagréable. Non, mais elle dit, c'est signe de vieillerie, c'est insupportable. Alors, si on n'a pas de signe de vieillerie à 91 ans, je ne sais pas à quel âge. Elle est trop jeune pour ça. Elle n'est pas rendue là. Exact. Elle n'est pas encore rendue là. Alors, Sophie, c'est pas la première fois qu'on fait un rendez-vous avenue.ca ensemble parce que j'avais justement découvert votre amour de la marche et votre implication avec la traversée. Vous étiez venu nous donner une conférence sur la randonnée où je me souviens que la salle au complet qui était bondée était pliée en deux parce qu'évidemment, vous nous avez fait rire tout en nous racontant vos péripéties de marche ici en Europe. Ouais. La marche est quelque chose qui faisait partie de votre quotidien depuis longtemps. C'est pas venu tard. Hein, mais je pense que vous travaillez même vos rôles pendant que vous marchez. Françoise, vous avez bien fait vos devoirs. Oui, oui. La marche, ça fait très, très longtemps. En me préparant pour venir vous rencontrer, jeune femme à 16, 17 ans, avec une amie qui s'appelle toujours Nathalie Lecoz, je me rappelle, aller chez elle, à la campagne, passer des heures à marcher, à se poser des questions. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Oui, puis toi, tu réagis comment face à ça? Donc, propice la marche à de grandes confidences. Et puis, je posais beaucoup de questions. Plus tard, et puis cette proximité de la montagne à Montréal, c'est vraiment une merveille. Je la connais bien, la montagne. Je peux vous dire que j'ai arpenté ces sentiers et je les arpente tous les jours encore. C'est un lieu précieux et effectivement, quand j'ai des rôles à travailler, etc., je ne crois pas avoir été fatigante à la maison, jamais avec les personnages qui me travaillaient. J'allais sur la montagne, je me dis mon texte, j'y pense, je réfléchis, je m'interroge. Et c'est mon amie Claudine Roy, dont je parlerai plus longuement peut-être tout à l'heure, qui est à la tête d'un tas de conseils d'administration. L'autre jour, je lui dis ça va, elle dit oh, faut que j'aille marcher là, faut que j'aille me faire une tête en vue de. Il faut que j'aille me faire une tête. Mais moi, quand j'étais aussi animatrice au Lyon, avant des entrevues, avant des tas de choses, tout le temps, se faire une tête, penser ses plans dans la tête, il n'y a rien de mieux que de le faire en marchant. Et en plus, on respire, on s'oxygène. Puis en plus, et même mes livres, je vous dirais pas juste ça, l'idée des livres, ça surgit souvent en marchant. Faire la vaisselle et la marche, pour moi, c'est les deux meilleures thérapies au monde. Ça adonne bien puisqu'il faut la faire souvent. Ouais. Donc, on va revenir à la marche, à la randonnée après cette mini-pause où on va faire déjà 2 heureux par nos tirages. Mais avant d'aller à cette pause, justement pour nous mettre en état par rapport à la marche, Sophie nous a apporté un magnifique texte signé André Comte-Sponville. Je suis certaine que vous n'avez pas ça sur votre table de chevet. Mais peut-être quand même, c'est un philosophe qui est facile d'accès quand même. Tout à fait. Et le texte est merveilleux. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une lecture privée au téléphone que j'ai trouvée merveilleuse. Alors, je laisse Sophie nous lire ce très beau texte et après, on procédera au tirage. Ceci est arrivé pour la première fois dans une forêt du nord de la France. J'avais 25 ou 26 ans. J'enseignais la philosophie, c'était mon premier poste, dans le lycée d'une toute petite ville perdue dans les champs, au bord d'un canal et d'une forêt, non loin de la Belgique. Ce soir-là, après dîner, j'étais partie me promener avec quelques amis, comme souvent dans cette forêt que nous aimions. Il faisait nuit. Nous marchions. Les rires, peu à peu, s'étaient tus. Les paroles se faisaient rares.
Il restait l'amitié, la confiance, la présence partagée, la douceur de cette nuit et de tout. Je ne pensais à rien. Je regardais, j'écoutais, le noir du sous-bois tout autour, l'étonnante luminosité du ciel, le silence bruissant de la forêt, quelques craquements de branches, quelques cris d'animaux, le bruit plus sourd de nos pas. Cela n'en rendait le silence que plus audible. Et soudain, quoi? Rien. Tout. Pas de discours, pas de sens, pas d'interrogation, juste une surprise, juste une évidence, juste un bonheur qui semblait infini, juste une paix qui semblait éternelle. Le ciel étoilé au-dessus de moi, immense, insondable, lumineux, et rien d'autre en moi que ce ciel dont je faisais partie. Rien d'autre en moi que ce silence, que cette lumière, comme une vibration heureuse, comme une joie sans sujet, sans objet. Rien d'autre en moi dans la nuit noire que la présence éblouissante de tout. Paix, immense paix, simplicité, sérénité, allégresse. Ces deux derniers mots semblent contradictoires, mais ce n'étaient pas des mots, c'était une expérience, c'était un silence, c'était une harmonie. Cela faisait comme un point d'orgue, mais éternel, sur un accord parfaitement juste qui serait le monde. J'étais bien, j'étais étonnamment bien. André Comte-Sponville. Quel magnifique texte. Et ça parle bien de votre état d'esprit quand vous marchez. C'est-à-dire que oui, si on était en spectacle, je l'aurais fait un peu moins vite parce que c'est ça. On ne sait pas, on marche et tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'installe. Il a trouvé les mots. Un état d'être, Françoise, c'est vous qui l'avez dit. Tout à fait. Alors, vous êtes toujours avec nous. Nous sommes prêts à faire tirer les 2 premiers exemplaires de je suis embellée dans mes papiers, de ce très beau livre, La traversée des écrivains aux éditions La Presse. Alors, est-ce qu'on a un premier nom? Alors, félicitations à Monsieur Denis Carrier qui se mérite le premier exemplaire. Vous devez envoyer, je rappelle, quand vous êtes gagnant, un commentaire gentil sur le site. Non, mais un message en message privé sur la page Facebook d'Avenue.ca. Ah, c'est vrai, pour qu'on puisse avoir votre adresse et vous envoyer votre exemplaire. Et notre deuxième gagnant. Alors, un autre homme ce soir, vous avez vous voulez voir la belle Sophie, nos messieurs, ce soir. Alors, Luc Gontier ou Gauthier? Gontier. Alors, félicitations, Luc Gontier. N'oubliez pas de nous écrire pour nous donner vos coordonnées pour qu'on puisse vous faire parvenir cet exemplaire. Restez avec nous, on poursuit notre entretien fort intéressant. Je suis certaine que vous êtes pendus à ses lèvres avec Sophie Fauché. Et à la fin de la soirée, nous recommencerons les 2 tirages, notamment de 2 autres exemplaires et des 2 derniers livres de Sophie sur Frida Kahlo. Alors, c'était vraiment magnifique, très inspirant ce texte. Un jour... la pause est finie? La pause est déjà finie. Ah, je pensais qu'on allait danser, se délier les jambes, quelque chose. Oui, elle m'a envoyé la vidéo de... Jérusalem. Elle nous a envoyé la vidéo de Jérusalem, mais on s'est dit qu'on ne pouvait pas danser en public en ce moment avec la COVID. On va se garder une petite gêne, mais c'est vrai qu'elle donne du swing, cette vidéo. N'est-ce pas? C'est vrai que vous avez embêté tout le monde avec ça cet été? Mais je continue. Ça donne du whimsy-grouille. Du whimsy-grouille. Très important. Alors, je prends 2 secondes avant qu'on recommence l'entrevue pour vous parler du café chez Theta où nous sommes en ce moment. On voit à l'écran, justement, le comptoir de service. Et vous ne voyez peut-être pas les meubles à l'intérieur, mais c'est magnifique. Les lampes et les meubles, c'est très sobre, très, très agréable comme endroit. Et tout a été fait par des artisans québécois. J'ai trouvé que de la part des 2 jeunes propriétaires, Antoine et Mélodie, c'était une bonne décision dans ces temps où on dit qu'il faut consommer local. Aussi, ils servent des spécialités libanaises, dont les fameux manaïches, qui sont ces petites patronnes qu'on recouvre de thym, de fromage ou de viande. Je vous jure, ils sont meilleurs que ceux du Liban. La pâte fond dans la bouche, c'est un nuage et d'excellent café. On peut emporter ou faire livrer. Et je pense qu'au bas de l'écran, vous voyez passer l'adresse physique et aussi l'adresse de leur site web pour cela. Et je les remercie de nous avoir... et je vois que Sophie a un petit peu froid. Et voilà. On a monté le chauffage. Peut-être. Oui, peut-être, oui, ça va aider. Alors, donc...
une rencontre assez extraordinaire avec Claudine Roy. Et la porte... se ferma. C'était elle qui débarque. Est-ce que la vitre a tenu? Oui. Alors, il y a Julie qui est catastrophée en coulisses. Non. C'est les joies du direct et c'est vraiment pas grave. Alors, donc, une rencontre avec Claudine Roy. Comment ça s'est passé? Vous me dites tout à l'heure en 2009, donc il y a déjà 11 ans. Ouais, même avant. C'était en 2008. Ouais, c'est ça. Que je l'ai rencontré parce que j'étais en tournée avec 8 femmes, un spectacle monté par Jean-Guy Legault, que j'ai adoré. Et on a fait une tournée du Québec. Une pièce magnifique. Oui, on a eu beaucoup, en tout cas un grand moment encore de folie avec des femmes merveilleuses que je ne vais pas toutes les nommer, je vais en oublier, mais il y avait Louise Latraverse, Brigitte Paquette, Catherine Florent, Geneviève Bély, l'état d'amis, et bonne comédienne. Et à Gaspé, on joue, et le soir, on est reçu dans un restaurant qui s'appelle le Brise-Bise, qui existe toujours, mais qui n'est plus à Claudine Roy, mais c'était Claudine, la propriétaire. Je ne la connais pas. Et on est reçu, mais de façon inouïe, avec un savoir-faire, je veux dire, à nous faire déguster du saumon fumé de là-bas, les produits de là-bas, et tout ça avec quelques bulles. Et Claudine venait de faire imprimer, enfin, elle venait de recevoir ses premiers bofs, qui sont des espèces de vous savez, c'est un col qu'on met, excusez-moi, je vais retrouver les mots, un col qu'on met pour se protéger du froid. Oui, il y a 1000 façons de le porter. Tout à fait, oui. Et à 2 heures du matin, debout sur les comptoirs, on a commencé à faire un défilé de mode avec les 1000 façons de porter le bof à Claudine et tout ça. Et elle parlait de sa grande traversée, Puis nous, on était sur la fête. Ouais, la grande traversée, pourquoi pas. En septembre, le septembre qui suit, elle annonce sa croisière pour le mois de février 2009. Donc, c'était une année où c'était le CTMA qui partait de Montréal, qui se rendait à Gaspé. Alors, on a une très belle photo, là, je vous interromps, ouais, c'est juste parce que... avec Claudine. Avec son très beau sourire. C'est une femme très engageante, très... Elle est toute en finesse. Non, mais c'est la reine de la Gaspésie. Oui, tout à fait. Je veux dire, si vous allez là-bas, ça m'étonnerait que vous ne l'ayez pas déjà rencontrée. Et sinon, ça vaut le détour. C'est la propriétaire de l'Auberge sous les arbres, qui est un lieu pour se reposer et se ressourcer et régénérer, tout extraordinaire. Et non, Claudine, elle va te parler, elle va dire, c'est quoi ton rêve? Donc, tu lui dis ton rêve, elle va faire qu'il se réalise, parce qu'on est là pour réaliser les rêves, on va pas attendre. Donc, c'est la vie immédiatement, et en plus, elle est d'une loyauté, d'une fidélité, en amitié, elle est inouïe. C'est une femme remarquable, vraiment, et généreuse et pleine de vie. Vraiment, qui a une urgence de vie, mais qui mord dans la vie comme très peu de monde. Essayez de la suivre. Je vous conseille pas. Oui, l'horaire est assez impressionnant. L'horaire est impressionnant et ça, c'est une athlète. Ça, c'est des photos extraordinaires dans les Alors barrières. oui, donc vous êtes, donc elle vous a finalement... Sur le bateau, donc je vais faire une histoire courte. Effectivement, ce serait trop long, mais on s'est retrouvés malgré nous inscrite à son événement, alors que je suis même pas skieuse, je n'étais même pas équipée. Et de fil en aiguille, j'ai appris. Et puis elle m'a dit, c'est un peu moi d'ailleurs et c'est vrai que je pouvais pas suivre les athlètes dans ce qu'ils font, moi, dans les chic-chocs. Je jouais au théâtre, je pouvais me casser une jambe. J'ai dit non, je peux pas faire ça, mais je vais amener mes raquettes. Et donc, l'engouement de la raquette, c'est parce qu'il y avait une poche qui pouvait pas suivre, mais c'est devenu très, très, très populaire, les raquettes. Et on fait une ligue incroyable. Alors bon, donc... Mais ça dure combien de temps, là? C'est une semaine. Vous partez sur une semaine. Il y a 2 événements, vous l'avez dit, oui, la traversée de la Gaspésie. Il y a l'édition Bottine, qui est plus récente. À l'automne. Et l'édition d'hiver. Alors, mais il y en aura pas il y aura pas d'édition. En 2021, non, bien sûr. Non, il y aura pas l'édition de l'hiver. Mais moi, je vous annonce qu'il y aura l'édition du septembre. Ah oui. 2021. Alors ça, c'est en hiver, justement. Ça, c'est en hiver. Donc, finalement, vous vous êtes mis au ski de fond, là? Parce que non, je suis en raquette. En raquette avec les bâtons, OK, parfait. Oui. Mais ça m'empêche pas d'aller au sommet. Mais les paysages sont à couper le souffle, non? Oui, absolument. Et puis là, quand il fait beau, enfin, regardez ça. Mais c'est somptueux. On est dans de l'immensité. On est dans plus grand que soi. Je suis déjà arrivée au sommet en retard du groupe, avec mon ami Pierre Brassard, et tout d'un coup, il m'a pris le bras comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Et là, il y a un troupeau de caribous qui nous est passé sous le nez. Je suis passée par toutes les émotions en 60 secondes. Je veux dire, c'est plus grand que nous.
et un pas à la fois, chacune à son rythme. Ça, c'est en attendant que j'ai fait du fat bike qu'on appelle, ouais. En attendant les skieurs qui, pour une fois, j'étais en avance. Bon. Il ne va pas faire chaud. Enfin, c'est quand même très froid en février. Vous faites ça en février. Mais pas toujours. Regardez, je suis main nue. Ouais, d'accord. Il y a des journées où il fait très, 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 très beau et c'est pas. Et physiquement, c'est très demandant. Combien de kilomètres par jour? C'est 20 kilomètres par jour. Alors, je parle de la raquette. Ouais. Les skieurs en font beaucoup plus. Ouais. Mais c'est pas une compétition. Donc, on fait ce qu'on peut à notre rythme. Claudine change les parcours à chaque année. Et ce qui a fait que je suis devenue, si vous voulez, indispensable, personne ne l'est. Mais je veux dire, c'est que très vite, quand j'étais sur le bateau, pour remercier d'avoir été invitée, je savais pas quoi faire. J'ai fait des lectures pour les skieurs en disant, à l'heure de l'apéro, je fais une demi-heure, ça s'appelait Conte pour sage au fil de l'eau. Et je crois qu'on a une photo de ça. Et on s'est retrouvés coincés dans les glaces. Ouf. Et le brise-glace est venu aussi coincé dans les glaces. Résultat, Claudine a dit à tout le monde, là, démenez-vous, faites quelque chose, il faut qu'on fasse de l'animation. J'ai des Japonais qui veulent voir le Mont Albert, ils vont hurler de pas le voir, il faut qu'on fasse passer un moment extraordinaire, mémorable et tout. Alors moi, ça c'était à Rimouski, autour de la piscine, un pyjama lecture, et c'était quand j'ai fait justement mes premiers Frida Kahlo, en primeur, je leur ai lu ça. Donc vous faites 20 km de raquettes ou de marche. Et le soir, je fais l'animation. Le soir, vous faites des lectures et de l'entertainment. Oui, d'accord, OK. Oui, mais je reviens de cette semaine-là brûlée. Oui, une semaine de vacances pour vous remettre de votre semaine. Oui, absolument, mais en même temps très énergisée. Et donc, où je me suis, c'est que j'ai fait des lectures et à bord du bateau, pris dans la glace, j'ai annoncé lecture érotique. Mais j'avais pas. Alors là, il y a tout le monde qui est venu, mais j'avais pas. C'était toujours mes contes pour sage au fil de l'eau. Donc j'ai juste pris une voix cochonne en disant des choses pas du tout cochonnes. Ce qui a fait beaucoup rire. Et donc les gens réclamaient les lectures de Sophie. Et donc c'est comme ça. Et puis de fil en aiguille, évidemment, l'amitié s'est développée. Et maintenant, la Gaspésie que j'ai toujours adorée est devenue un coin de pays que je connais bien. Et où j'ai du bonheur à aller. J'ai des adresses un peu partout, Sainte-Anne-des-Monts, Carleton, Kaposo. Je veux dire, c'est la marche, c'est en marche ou en hiver, ça? La neige est peu abondante. On a l'impression que c'est peut-être plus à l'automne. Je vois pas ce qu'ils ont dans les pieds. Je vois pas. Ouais, c'est ça. On a de la difficulté. Il y a les bâtons, mais on sait pas. Parce qu'on a déjà eu. En plein hiver, on a déjà eu des éclaircies incroyables qui faisaient que les gens en bas se plongeaient dans l'eau. Donc ça, c'est ça. Mais en septembre aussi, fin septembre, on est souvent tombé avec l'été indien. Et en même temps, on a déjà eu une journée en plein septembre dans les Chic-Chocs où il s'est mis à neiger. Alors non, ça, il peut faire tous les temps. La météo, la valise pour partir est pas nécessairement ce qui est le plus simple à faire. Il y a quand même des bonnes montées. Ah oui, on se fait des mollets de feu. Non, c'est sûr. Pourquoi on a envie de faire ça? Pour se mesurer à soi? Parce que, bon, il y a toutes sortes de façons de se reposer, de se ressourcer. On ne va pas là pour se reposer. Ça, j'ai jamais dit une chose pareille, Françoise. On ne va pas là pour se reposer. Parce que, évidemment, après, le soir, il y a un petit apéro. Et puis après, on partage des tas de choses avec les amis. Donc, il y a un ami qui était très, 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 très malade et qui était avec nous en voyage. Et ce n'est pas aller marcher comme ça. Il disait, c'est pas l'aide médicale à mourir, c'est l'aide amicale à vivre. Et je veux dire, si vous saviez le nombre de personnes qui, après une séparation, après un changement d'emploi, dans une période où on doute, on ne sait pas, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui suit, what's next, qui s'interrogent, ben, aller marcher, se prendre du temps pour soi, je vous dis, les idées surgissent en nous, ça vient, ça monte, on se rend compte, en changeant de routine et en n'ayant qu'un but, et c'est pas un équipement, ça prend des bottines puis des bâtons, puis encore les bâtons, c'est pas nécessaire à tout prix. Donc, les vertus de la marche, c'est inouï. Moi, je crois que ça sauve des vies. D'ailleurs, Claudine m'a texté ce soir, et je vous tiens à vous lire. Et c'est pour ça que j'ai pu annoncer qu'en septembre 21, il y aurait la traversée. Évidemment, parce que j'ai besoin de ça. Ah, Claudine, je l'ai ici. Excusez-moi, je vous le lis. Ah oui. Dis-leur donc ce soir qu'il va y avoir une TDLG cet automne. On est en route pour trouver le meilleur vaccin possible, et c'est celui des montagnes et du vent du large. Et elle a raison. Elle a raison. Sur ce, on pourrait peut-être même faire une lecture. Ah ben oui. Alors, mais ça, je voudrais raconter parce que la traversée des écrivains, c'est une idée aussi qui est venue à Geneviève Lefebvre.
à Pierre Caillouette des éditions de la presse et évidemment à... Qui signe un très beau texte d'ailleurs lui aussi. Oui, les deux signent de très beaux textes et Claudine Roy, évidemment, rien ne se fait sans Claudine. Et donc... Vous en avez écrit la préface. Oui. Ça, c'est justement en marchant. Je suis un matin sur la Grève, à côté du Sichac. Je ne sais pas s'il y a la photo, mais en tout cas, c'est exactement là. Et tout d'un coup, on m'a demandé, écrirais-tu la préface? Ils ont eu une non-réaction, François. Vous savez, d'habitude, je réagis. Là, c'était comme très touché du geste, qu'on me pose la question, qu'on me le propose, mais en même temps un petit peu intimidé de me retrouver avec des auteurs qui affirment être auteurs. Je veux dire, Anaïs Barbeau-Lavalette, Éric Dupont. Bon, alors il y a aussi Joanne Fournier, Anaïs Barbeau, je l'ai dit, mais Roxane Bouchard qui est tellement douée et tout ça, Joanne Champagne, Katia Chapoutier. Après, je me suis dit, oh mon Dieu, là c'était un gros mandat. Et puis, finalement, je me suis dit, de toute façon, Sophie, tu vas pas être complexée pour une chose, c'est que je l'ai fréquenté. Parle de ta Gaspésie avec tes mots à toi, puis ça donnera ce que ça donnera. Alors, on vous écoute. Ben là, oui, c'est énervant, mais Elle a le trac, on lui a donné le trac. Alors, mais non, mais c'est ça. En toute amitié, en toute simplicité. Tu vois, j'ai commencé comme ça. Introduction, préface, préambule, pour présenter quoi? Un livre. Ceci n'est pas un livre, c'est une déclaration d'amour. Une déclaration d'amour à 10 voix. 10 voix auxquelles je tiens à ajouter la mienne, car moi aussi, j'ai succombé depuis longtemps au charme de la Gaspésie. On ne sait pas pourquoi on tombe en amour. Pour quelle raison profonde notre cœur se met-il à battre plus vite et plus fort pour quelqu'un ou pour un lieu qui nous est cher? Une question d'énergie, de liens souterrains, de mystère. Je vais tenter de vous expliquer pourquoi en Gaspésie, je me sens bien, je me sens chez moi. La Gaspésie, j'y suis allée sur le pouce, en autobus, en voiture, en Tesla, mais c'est en l'abordant en bateau par la mer que j'ai vécu mes plus grandes émotions. Naviguer sur le fleuve de Montréal à Gaspé m'a vraiment donné l'occasion de contempler la somptuosité du Québec et de la péninsule gaspésienne. Plus nous nous éloignions de la ville, plus l'agitation et le stress s'estompaient. « Tu viens pas ici pour magasiner, tu viens ici pour te déposer », dirait Claudine Roy, ma gaspésienne préférée. C'est elle qui a imaginé ces randonnées en bottines, en ski ou en raquettes, grâce auxquelles 2 fois par an, j'approfondis mon attachement à cette région. Et elle a raison. Après quelques heures, on est là, tout simplement, à contempler avec émerveillement ce vaste territoire en forme de pince de homard. J'ai entendu dans les Chic-Chocs un touriste français éberlué comparer son Jura adoré à une petite maquette face à cette imposante chaîne de montagnes du parc de la Gaspésie. C'est vrai que devant tant de beauté, de grandeur, on peut se sentir infiniment petit et en même temps faisant partie d'un tout qui nous élève. N'oubliez pas qu'on se trouve au bout de la terre, peut-être là où tout peut commencer. Plus nous descendions le fleuve, qui bientôt allait se jeter dans la mer, plus j'avais l'impression que des forces telluriques m'envahissaient. Pour peu qu'on s'oxygène à plein poumon, subitement, on se sent invincible. Les Chic-Chocs, c'est tout un choc. Le pays nous révèle à nous-mêmes. Je défie quiconque d'aller y faire un saut sans en revenir transformé. On ne peut être qu'admiratif face au talent de la force suprême qui a modelé tout ça. Ici, Mère Nature est excessive, épanouie, triomphante. C'est la vie qui explose. Gardez les yeux grands ouverts, on dit pas, gardez les yeux grands ouverts, car au sommet des montagnes, vous pourriez vous retrouver devant un troupeau de caribous, ou au parc Forion, entendre le souffle des baleines en contemplant un ballet de phoques, ou encore croiser une maman ours avec ses petits. La nature est pleine de surprises. Et marcher des kilomètres dans le silence est plus une longue méditation qu'un exploit sportif. Vous aimez les oiseaux, les macareux, les éders à duvet, les fous de bassan qui ont inspiré Anne Hébert? Ils sont là qui vous attendent. Vous voilà en éveil, dans ce bout du monde, l'air semble plus pur qu'ailleurs, le ciel plus bleu, le vent dans les mâts des bateaux plus vigoureux. Et voilà. Et puis je vais vous dire... d'écrire. C'est gentil. Mais voyez-vous, je finis en disant, quant à moi, cette terre est devenue mon pays d'adoption et au fil des ans, portée par cette énergie et cette beauté, je suis devenue la femme qui marche. Ah. Et c'est vrai que marcher le pays, c'est Claudine qui dit ça, mais c'est vrai, ça le fait aimer.
c'est s'approprier le territoire, il y a quelque chose de physique qui fait que, et on rencontre les Gaspésiens. J'en parle, ce sont des gens extraordinairement vaillants qui vivent dans un pays où l'hiver est long, où les éléments sont forts, le vent, ça souffle, c'est brutal même. Mais c'est des inventeurs, et puis ils sont fiers dans leur coin de pays, puis chaleureux, généreux, ils ouvrent leur cuisine. Je crois que c'est le seul coin au Québec où je les épuise pas. Ils ont plus d'énergie que moi. Alors, le concept de la traversée vous a plu et ça a même fait des petits en Europe. Vous êtes allé à Hérault, je pense. Dans l'Hérault, oui. Oui, on est quelques photos, je pense. C'est un voyageur, Jean-Pierre Duval, qui est venu. On les voit pas, nous. Qui a eu un coup de cœur et qui a dit, bon, ben, je vais faire ça dans mon coin de pays. Et on s'est retrouvés là-bas à voir aussi le cirque de Navacelles, des tas de coins, de rencontrer des gens merveilleux aussi. Et puis, il y avait Claudine qui supervisait comment ça se faisait. Bon. En fait, ils ont comme un peu importé le concept de la traversée. Un peu, totalement. Et d'ailleurs, il l'avait fait ici, je pense. Il est venu marcher avec nous. Et puis, il a importé ça là-bas. Ouais, c'est une belle région. On a eu plusieurs temps, mais on est arrivé, je me rappelle, il y avait les champs de coquelicots en fleurs partout. C'est d'ailleurs ce qui me sert de fond d'écran, ma chère Françoise, cette photo de coquelicots, mais on s'en fiche, c'est pas le moment. Bon, je vous montrerai ça après. Mais non, mais c'était une splendeur aussi. Et puis... on voit le groupe là, justement. Ça, c'est au cirque de Navacelles, exactement. Mais avec Claudine, je suis allée marcher aussi au Cinque Terre, en Italie. Et Claudine, elle est comme un radar ouvert, là, et elle prend les idées qui sont bonnes, qui sont bien. Et c'est d'ailleurs en Italie que je lui ai dit, tu sais, Claudine, on devrait donner à tous les randonneurs, on devrait en septembre donner des petits carnets où ils pourraient mettre leurs impressions, noter quelque chose, et puis ils pourraient se faire un livre. Et puis plus tard, on aurait d'autres traversées de d'autres écrivains ou de démarcheurs, tout simplement. Oui, parce que absolument, je fais à chaque édition des lectures, hein, avec des thèmes différents, que ce soit, j'ai fait un truc sur la Bolduc, j'ai déjà fait un truc sur tous les textes de la neige, notre pays, les saisons, j'ai fait un truc sur Mozart, j'ai fait beaucoup de lectures chaque fois pour les éditions différentes, variées. Et pourquoi je vous dis ça? Il y avait une raison, je ne sais plus. C'est pas grave. C'est que vous disiez qu'elle prenait les bonnes idées quand elle était en Italie. Oui, non, je ne sais vraiment plus. Vous avez perdu le fil, c'est pas grave. J'ai perdu le fil. Je vous ai dit que je m'auto-épuisais, mais je peux aussi perdre le fil. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout le monde devient poète. Je veux dire, tout le monde se sent inspiré à un moment donné ou à un autre. J'avais fait une lecture, c'est là ce que je voulais dire. C'était les mots d'amour. Et j'avais dit aux gens, avant, c'était prévu pour les randonneurs, si vous voulez écrire un mot à quelqu'un que vous aimez, si vous voulez, pendant la semaine, ils pouvaient composer une lettre et il y avait une soirée où ou bien je leur lisais leurs lettres parce qu'ils voulaient que quelqu'un d'autre les lise, ou bien eux venaient au micro. Et il y a eu des témoignages et des choses étonnantes. D'ailleurs, il y a un texte dont je ne vous ai pas parlé, que j'aime bien, et c'est une Gaspésienne qui l'a écrit, une journaliste. Et c'est tout un truc, vivre en Gaspésie, c'est prendre pays. Vivre en Gaspésie, c'est faire 4 heures de route pour aller voir un spectacle aller-retour à Petite-Vallée. Vivre en Gaspésie, c'est ça. Et donc, tout le monde pourrait faire son poème comme ça. Vivre en Gaspésie, c'est quoi? C'est ce que la marche permet de faire monter, de faire surgir. Oui, mais on est dans des paysages, je veux dire, c'est la mer, c'est la montagne. J'ai eu la chance, je vous dis, d'aller dans les Cinque Terre. Point de vue beauté, on n'a rien à envier. C'est au Québec et c'est spectaculaire. Et le Rocher Percé aussi, c'est une autre splendeur. Et en ce moment, il y a beaucoup de gens qui marchent pour leur santé mentale, pour garder la forme, pour garder la pêche, comme disent nos amis français, à cause du confinement. C'est quand même libérateur, c'est quand même quelque chose qui nous... C'est extraordinaire. Non, mais ça renouvelle votre énergie, c'est inspirant. Et il y a même des programmes... je vous dis, on en parlait il n'y a pas longtemps, pour des délinquants qui peuvent se faire, pour voir autre chose pendant un court moment, autre chose que leur réalité sur laquelle ils sont plaqués, tout d'un coup, ouvrir l'œil, ouvrir l'horizon et marcher sans... Je veux dire, c'est l'équipement le moins cher sur la planète et on peut faire ça partout. On ouvre la porte de chez soi et c'est là. Ben voilà. Déjà. Et en plus, Claudine vous le dirait,
ce n'est pas seulement, il y a pas juste défi sportif. C'est vraiment une rencontre, elle dirait, au cœur de l'humain. Et il n'y a jamais personne qui est banal. Si on arrête notre agitation, pendant la COVID, il y a eu ça de merveilleux. C'est que les relations, on a eu le temps d'approfondir des choses, de voir aussi des tas qui sont nos amis, de qui on s'ennuie véritablement, qu'est-ce qui est si important. Il y a quand même des choses qui apparaissent et qui naissent de ces temps qui sont pas si mal. Donc, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est... Alors, parlant d'inspiration qui nous montre, peut-être y aller avec le texte d'Anaïs Barbeau, un extrait. Oui, c'est une belle idée. Anaïs Barbeau a écrit un très beau texte. Je l'ai vu découvrir la Gaspésie, Anaïs, et lui rendre hommage. C'était touchant de voir cette jeune femme avec aussi ses 3 mères de famille à temps plein, puis qui s'accordait du temps à elle. Très important. Elle a appelé ça le début de ma langue. C'est au sommet des chic-chocs que j'ai voulu écrire sur la beauté, mais je restais muette, submergée par sa grandeur. Je ne les savais pas, les mots pour dire cette émotion-là. Même si je puisais loin en moi, là où habituellement je trouve, cette beauté-là me dépassait, insaisissable. Je m'inclinai donc devant elle, sachant simplement qu'elle me donne envie d'avaler le pays entier, qu'elle me fait me sentir forte et fragile, vivante et mortelle. Qu'en elle se trouve tout le sacré dont j'ai besoin, que je désire en prendre soin et qu'un peu de moi serait prête à mourir pour elle. Sur les berges d'une mer calme, la Gaspésie me fait cadeau de nouvelles racines. Même si je ne sais pas la nommer, elle m'invite à l'aimer. Je m'y arrache pourtant, avant que tout n'arrête. Confinement. C'est à la campagne que je prends refuge, c'est là que je retrouve la nature dans un troublant face-à-face. Dans cette entre-saison qu'on ne regarde jamais, un paysage figé, crispé par un long hiver dont il prendra encore quelques semaines à émerger, un paysage froissé qui se déploie lentement. La nature et moi, toutes deux choquées. Moi, arrachée à ma course animée. Elle, ouvrant les yeux. Soudain, sans phare devant moi, je m'installe en elle, je la regarde se réveiller, grise et timide, et tranquillement j'apprends à la nommer. Je rencontre le cèdre, le pin blanc, le pin rouge, le sapin baumier, l'épinette, l'asclépiade et l'ail des bois, la fougère à l'autruche, le jonco argenté, la chenille Isia, Isabelle. J'ai l'impression d'apprendre à lire. Dans notre histoire récente, nous avons dû nettoyer certains de nos dictionnaires trop pleins pour y intégrer un vocabulaire nouveau. Plusieurs mots définissant la nature ont donc été jetés, remplacés par ceux des nouvelles technologies. Ainsi, copier-coller a gagné sa place dans le dictionnaire en plaçant crocus. Haut débit a pris la place de héron. Quelques 10 000 nouveaux mots ont brutalement effacé les autres. Un jour, je saurai dire la beauté de mon pays de façon juste et précise. Et sinon, mes enfants la raconteront pour moi. Car je veux leur tailler des sens au couteau, qu'ils regardent, sentent, touchent et goûtent. Je veux qu'ils apprennent cette langue-là bien avant moi, qu'ils sachent nommer ce qui respire et ce qui vit, qu'ils soient libres de dire en leurs mots ce qui les relie au monde. C'est magnifique. Ouais. Je pensais que ça continuait, ça aurait pu continuer, mais elle a tellement raison, qu'ils soient libres de dire en leurs mots ce qui les relie au monde. Et je sais l'importance des mots pour Anaïs, mais elle a eu un grand choc là-bas en Gaspésie. Mais le fleuve et la mer font cet effet-là aussi, oui. La nature. Moi, j'ai vu mes 2 nièces tomber amoureuses du fleuve à la Pocatière sur un cap de roche où le ciel ce jour-là et le fleuve avait la même couleur de bleu ciel. Tout à fait. Tout à coup, là, je les ai vus vraiment comprendre la majestuosité du moment, des lieux, etc. Tout à fait. Mais là, on a la mer et la montagne. Et en plus, oui. Puis la montagne, elle est... Ouais, c'est ça. Mais en fait, je dis ça. Moi, je vais me taire par rapport à la Gaspésie parce que l'été dernier, j'ai fait l'émission Bonsoir, bonsoir. J'ai fait un pitch de vente incroyable de la Gaspésie. Ben, cet été, ils ont débordé de touristes. Alors, j'ai plus besoin de faire la promotion de la Gaspésie. On le sait que c'est un lieu extraordinaire. Puis même, c'est un secret qui est plus bien gardé. Fait que je vais commencer à me taire parce que c'est comme... Non, mais c'est vrai. Il y a mais on va parler de la marche quand même. Du bonheur la marche, de marcher ici, ailleurs, chez nous, au Québec, sur les sentiers. Il y en a beaucoup.
dans nos régions. Je vous invite à le faire, c'est salutaire, ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien au corps et à l'esprit. Alors, merci. Et aussi, Françoise, quand on marche là-bas, on n'est plus... les gens se révèlent tels qu'ils sont. Je veux dire, on part de l'être humain. Je ne sais plus, on s'en fout de ce que vous faites. On s'en fout de... Est-ce que vous êtes connu, pas connu, on s'en fout, mais la vraie nature se révèle. Donc, il y a des rencontres et des grandes amitiés qui naissent là. Oh, j'aurais aimé ça lire un bout du Pierre Caillouette, on n'a pas le temps. Il faut. Est-ce qu'on le prend? Il faut. Ben, il faut parce que c'est très important. On y va. Oh, ben non, mais il faut, Pierre Caillouette. Alors, Pierre Caillouette, éditeur chez la maison des éditions La Presse, un ancien collègue journaliste, et qui a écrit le titre de ça. Ça s'appelle L'aide amicale à vivre. Oui, l'aide amicale à vivre. Oui. Alors, on en a tous besoin. Il s'est inspiré d'un voyageur c'est assez drôle, qui venait seul. Le matin du grand départ, il s'est pointé à la gare d'autobus à reculons, inquiet et fébrile. D'autres randonneurs s'y trouvaient déjà, à sa grande surprise, lui qui s'était pourtant assuré d'être là bien avant l'heure de convocation, fidèle à son obsession de la ponctualité. Il a pris place dans l'autocar sans parler à quiconque, puis s'est réfugié dans un siège tout au fond, tout juste devant le mien, appuyé à la fenêtre, le visage à moitié dissimulé par ses verres fumés géants d'un autre temps. Tout au long du trajet, il a alterné entre le demi-sommeil et la lecture compulsive de nouvelles sur l'écran minuscule de son téléphone, une habitude qu'il sait toxique, mais dont il ne peut se sevrer, m'a-t-il expliqué quelques jours plus tard. Il s'est réveillé en sursaut à Matane, la destination finale. À la sortie de l'autobus, devant l'hôtel, un musicien latino-gaspésien chantait des airs d'Argentine et des gens dansaient dans une atmosphère de carnaval. Il a écarquillé les yeux, puis s'est esquivé, comme s'il avait été pris de panique. Il souhaitait sans doute une arrivée plus discrète. Pendant un instant, m'a-t-il avoué, il a regretté de s'être inscrit à cette traversée de la Gaspésie et en a voulu à Mireille Simard. Ça y est, je viens de débarquer parmi une bande d'illuminés. La semaine va être longue, s'est-il dit. Les habitués se serraient dans leurs bras ou s'embrassaient à bouche que veux-tu, heureux de se retrouver comme s'ils ne s'étaient pas vus depuis 10 ans, eux qui avaient pourtant vécu ensemble la traversée d'hiver quelques mois auparavant. Certains lui décochaient de larges sourires et lui tendaient la main, désireux d'engager la conversation. Il répondait par un sourire poli mais distant, apparemment mal à l'aise, incapable de les relancer. Quand DJ Mom a transformé la plage derrière l'hôtel en piste de danse, il fut incapable de s'abandonner à la musique, comme s'il ne pouvait habiter son corps. Il longeait les murs de l'hôtel avec son allure pataude, un peu en retrait, une bière à la main. Des moments pareils le tuent, ai-je compris, quand plus tard nous avons fait connaissance. Il avait eu l'impression d'être tombé dans un conventum des apôtres de l'amour infini ou d'une quelconque secte. Et le petit bingo inventé pour que chacun fasse vite connaissance lui était apparu comme une torture. Mais qui était donc cette Claudine qui distribuait des « Je t'aime, mon amour » sonores à tout un chacun, s'était-il demandé. Était-ce bien elle, la femme derrière cette folie ? Mais oui, effectivement, c'était bien ce visage qu'il avait vu dans de nombreux reportages consacrés à l'événement. Il reconnaissait des têtes de comédiennes, d'écrivaines, de cinéastes, ce qui l'intimidait par-dessus tout. En proie à un léger vertige, il anticipait une semaine pénible. En clair, c'était trop pour lui. Le contraste entre sa vie quotidienne et ce camp de vacances pour adultes constituait un choc démesuré. Il songea d'ailleurs un instant à s'inventer un prétexte pour fuir le groupe et rentrer à Montréal, retrouver sa petite vie. Et je vais conclure avec le petit mot du voyageur. 10 jours après sa semaine, c'est assez rigolo. Il s'appelle Francis. C'est en lisant un courriel de Francis une dizaine de jours après la traversée que j'ai mieux compris ce qu'il avait vécu au cours de cette semaine entre mer et montagne. Je ne croyais pas que le blues post-TDLG serait si douloureux. C'est comme si je venais de rencontrer ma gang, mon vrai monde, après 20 ans dans un univers de cyniques et d'intellos blasés. Je n'ai pas eu de révélation mystique et je n'ai rien d'un illuminé. Il me semble tout de même que ces 7 jours en Gaspésie constituent pour moi un début de désintoxication. J'aimerais ressembler un peu à tous ces amoureux de la vie que j'ai rencontrés, tous ces gens ouverts et souriants. Pour la première fois depuis un siècle, j'ai envie d'un recommencement, comme si mon horizon s'élargissait. Je te rassure, mon ami, je ne quitte pas mon boulot et je ne deviens pas moine. Je n'aurai jamais rien d'un illuminé.
mais j'ai envie de vivre plus que jamais. Pour moi, cela commence d'abord par l'exercice physique. Je vais désormais au boulot à pied et ma foi, je me sens déjà moins essoufflée. À bientôt. Ah oui. Alors, on comprend que ça a opéré la magie. Là. Oui, on parle de renaissance, de recommencement, d'élan, de vivre. Et moi, ça m'aide à passer à travers l'hiver que je trouve long au Québec. Tout à fait. Ça me réénergise. Alors voilà. Il faudra qu'on aille marcher une bonne fois. Vous venez, ça c'est sûr, François. Sur la montagne. Absolument, avec grand plaisir. Sophie Fauché, merci. Merci à vous. Merci mille fois pour cette entrevue si généreuse. Je n'ai pas vu le temps passer. D'avoir fait prêter votre voix à cette lecture extraordinaire, des textes magnifiques. Je le répète, La traversée des écrivains, paru aux éditions La Presse. Alors, nous, on est rendu à faire tirer justement 2 exemplaires de ce beau livre. Alors, on a nos noms de gagnants. Suzanne Plante, Suzanne Plante. Oui, une femme cette fois. Donc, vous nous envoyez via message privé sur la page Facebook d'avenue.ca vos coordonnées pour qu'on puisse vous faire parvenir votre exemplaire. Et le dernier exemplaire est pour madame ou monsieur? Lise Saint-Jacques. Le hasard fait bien les choses. 2 femmes, 2 hommes. Oui, tout à fait. Lise Saint-Jacques, donc, qui se mérite le 4e exemplaire de La traversée des écrivains. Je vais faire l'entremetteuse. Il y a des couples aussi qui se forment à la télé. Alors, ici, les 2 derniers, en fait, c'est le petit rouge, je pense. Hein? Oui, c'est ça. Donc, ça, ce sont les 2 livres qui vous seront envoyés par la poste pour les 2 prochains gagnants. Alors, ce sont les livres sur Frida Kahlo de Sophie Fauché, dont son dernier album, La Reine des couleurs, qui est magnifique. L'autre aussi, ça raconte la vie de Frida. C'est un très beau personnage à faire découvrir aux enfants, ça, assurément. Donc, le premier gagnant ou gagnante... Sylvain Marquis. Sylvain Marquis qui remporte. Alors, Monsieur Marquis, laissez-nous vos coordonnées via message privé sur notre page Facebook. Et notre dernière gagnante? Tourmaline Lajoie. Tourmaline. C'est joli comme prénom, oui, très original. Tourmaline Lajoie. Alors, vous méritez les 2 livres de Sophie Fauché. Je m'arrête ici. Je vous remercie d'avoir été là. On a fait un petit peu long ce soir, mais quel plaisir d'entendre Sophie nous raconter ses expériences de marche et ses très belles lectures. Je remercie Pascal Giroux de Nomade Amoureux qui fait la régie de nos Facebook Live avec brio et grand dévouement. Je remercie évidemment Café chez Teta sur la rue Rachel à Montréal de leur accueil. Ils ont été vraiment gentils de nous recevoir parce que c'est pas évident en temps de COVID de trouver des lieux de tournage. Je remercie le réseau FADOC de nous permettre de travailler ainsi. Et je vous dis à vous tous, merci. À la prochaine. Sophie, à bientôt. On va marcher, Françoise. On va marcher. Au revoir tout le monde. Merci.